Les paroles se perdent dans les méandres de l'histoire, mais les écrits restent. Ce soir, je vais vous lire quelques pages de mes écrits et vous faire voyager à travers mes souvenirs. Je m'appelle Hassan El-Ouazzane, mais aussi Léon l'Africain. Léon l'Africain avait intéressé des gens au XVIe et XVIIe siècle. On trouve des mini-biographies de lui dans certains ouvrages. Et déjà, ce qui fascinait les auteurs qui parlent un peu de sa vie, comme cela nous fascine encore aujourd'hui, ce sont ses déplacements. C'est le fait qu'il soit né en Espagne, qu'il ait été vivre au Maghreb, puis qu'il se soit trouvé en Europe en train de faire une contribution importante à la géographie de l'Afrique. Et d'une façon évidente, le roman d'Amin Maalouf est le premier ouvrage d'une grande ampleur qui réinvente et réimagine la figure de Léon l'Africain. Je travaillais sur Ibn Battuta, qui m'intéressait bien, et j'étais en train de lire divers livres sur Ibn Battuta, et notamment il y avait la traduction des voyages bien annotée et que j'avais lue, et à un moment donné il y avait une note disant cette observation d'Ibn Battuta a été confirmée par Léon l'Africain. Je n'avais jamais entendu parler de ce personnage, mais le nom m'a intrigué. Alors je suis allé chercher des références sur lui et ça a commencé comme ça. Si la vie du personnage Hassan El-Ouazzane est mal connue, son œuvre Géographie de l'Afrique fera cependant autorité jusqu'au XIXe siècle. Et ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'orientaliste Louis Massignon lui consacrera un premier livre, sortant ainsi de l'oubli cet infatigable voyageur, ainsi que sa description de l'Afrique. Léon l'Africain est né sous le nom de Hassan El-Ouazzane. Il est né à Grenade et peu de temps avant la chute de Grenade aux mains des rois catholiques. Et il a quitté avec sa famille Grenade à cette époque. Il était très jeune parce qu'il nous dit dans son texte qu'il n'a pas de souvenir de Grenade en fait. Sa famille s'installe au Maroc, à Fès, où règne la dynastie ouattacide. Et visiblement, il est d'une famille éminente parce qu'on le voit très vite être au service des sultans ouattacides. C'est quelqu'un qui appartenait plutôt à disons, à l'intelligentsia, aux notables de Grenade. Quand ils sont arrivés au Maroc, ils étaient quand même dans une situation relativement privilégiée. Donc ils étaient un peu autour de la cour du roi. Son oncle maternel a été ambassadeur, lui il l'a accompagné. Donc c'est des gens qui n'étaient pas des réfugiés de base qui se battaient pour survivre. C'était des gens qui sont partis, qui ont essayé de refaire une vie au Maroc. À la prise de Grenade, en 1492, par les rois catholiques Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, le dernier roi Boabdil signe le traité de capitulation et remet les clés de la ville. Les armées catholiques investissent Grenade et occupent le palais de l'Alhambra, symbole de la présence musulmane en Andalousie. C'est la fin du rêve andalou et le début de l'exil des musulmans et des juifs séfarades, sommés de se convertir ou de partir. 1492 constitue à bien des égards une année formidable, si on se place du côté européen. Néanmoins, si on se place du côté maghrébin et musulman, elle constitue une annus horribilis, une année catastrophique, car c'est la fin de la péninsule ibérique musulmane, donc haut foyer de culture.
C'est par là qu'est venue, si vous voulez, la culture lettrée au Maghreb. C'est de même de là d'où provient la civilisation avec un grand C, toute cette culture des jardins, des palais, qui est sur bien des points d'importation andalouse au Maghreb. Or, la disparition de ce haut foyer de culture constitue une catastrophe. De même, on a un afflux de réfugiés andalous, appelons-les ainsi faute de mieux, c'est-à-dire de musulmans de la péninsule ibérique musulmane qui sont chassés progressivement de la terre de leurs ancêtres et qui viennent trouver refuge au Maghreb. C'est notamment le cas de la famille de Hassan el-Wazzan qui vient s'installer à Fès quelques années après la chute de Grenade, c'est-à-dire aux alentours de 1494 ou 96. La date de l'installation de la famille de Hassan el-Wazzan à cette grande capitale qu'est Fès demeure incertaine. Néanmoins, il faut retenir que Fès, à ce moment-là, et depuis la moitié du XIIIe siècle, non seulement la capitale, avec un grand C, le foyer de culture, d'où rayonne la culture lettrée dans l'ensemble du Maghreb, mais également la capitale politique, le centre du pouvoir, celle où est installée la cour des rois mérinides et ensuite ouattacides, qui fonde dans la seconde moitié du XIIIe siècle, vers 1276, eh bien, une cité palatiale contiguë à l'ancienne ville de Fès. On peut aussi dire que l'événement qui l'a fait quitter Grenade était un événement qui a bouleversé toute la Méditerranée. Il y a eu une sorte de mouvement tournant en Méditerranée. D'un côté, les Ottomans ont pris Constantinople, de l'autre côté, les Occidentaux ont pris Grenade, et un nouvel équilibre s'est installé. Et lui a vécu cette époque-là, comme il voyageait, il s'est retrouvé au moment où ces événements se passaient. Entre la chute de Constantinople et la chute de Grenade, il y a 38 ans ou 39 ans, quelque chose comme ça. Donc ce sont des événements majeurs qui ont bouleversé le monde et qui se sont passés au cours d'une vie d'homme. Bien que je sois né à Grenade à la fin du XVe siècle, la ville de Fès reste le berceau de mon enfance. Avant d'aller étudier à l'université de la Qarawine, que n'ai-je arpenté ses ruelles et ses labyrinthes. Il y avait dans la ville à cette époque une multitude d'artisans, plus de 90 boutiques de notaires, une trentaine de librairies. Autour des mosquées, on gravait sur de la cire quelques versets du Coran. Enfant, mon monde commençait et s'arrêtait aux murailles de cette ville. Hassan el-Wazzan, dans son enfance, a suivi ce que l'on peut qualifier de véritable cursus honorum, c'est-à-dire un parcours du lettré classique. C'est-à-dire qu'il va être formé dans les plus grands centres d'enseignement et de culture de l'Occident musulman. Dans sa prime enfance, il suit les cours à Al-Qarawin, la mosquée des Kerouanais, qui est une des plus grandes mosquées du Maghreb, mais également du monde musulman. De même, par la suite, il suit les cours à la Médersa, Bou'anania, qui est un collège où l'on forme tout à la fois les serviteurs de l'État, ceux qui sont appelés et qui ont vocation à devenir des serviteurs de l'État. Donc on y dispense un enseignement assez complet sur les sciences de la langue, du langage. On y dispense également un savoir qui lui servira par la suite, un savoir religieux et juridique à la fois, mais également où on enseignait les sciences exactes, c'est-à-dire où on pouvait acquérir, au-delà des simples rudiments, un savoir certain et solide dans les sciences mathématiques et tout particulièrement en arithmétique. L'arithmétique étant très utile pour les serviteurs de l'État, notamment pour faire acquitter l'impôt aux gouvernés. Lorsque j'avais 16 ans, mon oncle fut envoyé par le roi de Fès comme ambassadeur auprès du seigneur de Tombouctou et décida de m'emmener avec lui. À peine arrivé dans la région de Dara, la notoriété de mon oncle comme poète parvint aux oreilles du seigneur de Ouarzazate, un homme réputé pour sa générosité et sa courtoisie. Bien qu'il ne comprît pas la langue arabe, il prenait un plaisir particulier à écouter sa musicalité.
Et ce fut l'occasion pour moi de vivre ma première aventure officielle. Si Hassan Wazan, à ne pas en douter, a été un grand voyageur, néanmoins, il plane un certain nombre de doutes sur les voyages qu'il a réellement, véritablement effectués. Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il a accompagné son oncle à l'âge de 16-17 ans, donc aux sorties quasiment de l'enfance, en Afrique subsaharienne. Il s'est rendu dans ce qui est aujourd'hui le Mali. Il a entrepris un voyage qui était un voyage périlleux, dangereux, dans lequel il nous raconte qu'il a dû affronter, en plus des affres du climat, les voleurs de grands chemins, les brigands. Il a aussi également du coup été confronté à une société qui a été complètement autre, différente, les sociétés sahéliennes, subsahariennes. Et je pense que cette rencontre avec cette altérité a joué un rôle fondamental en vérité dans sa formation. Car tout en étant profondément citadin, Fassi, donc originaire de l'Œil de Fès, il s'est confronté à des milieux qui n'avaient absolument rien à voir avec son milieu d'origine. Et je pense que ça lui a donné une sorte de plasticité et a fait de lui un personnage ouvert, si je puis dire, sur les autres, sur l'autre avec un grand A. En l'espace de 10 ans, Hassan Al-Wazan parcourt le Maroc et les différentes régions d'Afrique du Nord. Il voyagera jusqu'à Tombouctou, puis il visitera certaines contrées asiatiques. Il se rend aussi à la Mecque et Istanbul. En 1518, de retour de son pèlerinage, un événement va littéralement changer son destin et influer sur le reste de sa vie. Léon arrive d'une manière étrange à Rome. Il avait fait un long voyage qu'il avait mené en Égypte, où il se retrouvait par hasard au moment de la chute de l'empire des Mamelouks et de l'arrivée des Ottomans. Ça, c'est une coïncidence. Il est allé à la Mecque. Au retour, il était du côté de Djerba, quand il se fait enlever par des pirates siciliens. Lorsqu'il arrive à Rome, il est incarcéré. En fait, il va rester à Rome dépourvu de sa liberté de mouvement pendant à peu près 1 an ou plus. Et il va être aussi catéchisé. Et il est baptisé par le Saint-Père lui-même, Léon X, au Vatican. Et il reçoit les noms de ce pape, Jean de Médicis, devenu pape sous le nom de Léon X. C'est pour cela qu'il s'appelle Jean-Léon, qu'on appellera par la suite l'Africain. Il traduisait le nom que lui a donné le pape, qui était donc Jean-Léon. Il écrivait Yohanna al-Assad, parce que Léon... Et donc on a des textes de sa main où il s'appelle comme ça. Lui ne s'est jamais appelé l'Africain, mais comme il portait le même nom que le pape, les gens n'allaient pas l'appeler de la même manière, donc ils lui ont trouvé un surnom qui allait de soi. On l'appelait Jean-Léon l'Africain, je crois. Jean-Léon l'Africain, et puis c'est devenu Léon l'Africain. On sait qu'il se retrouve assez rapidement au service du cardinal Egidio da Viterbo, qui était un personnage considérable à cette époque. C'est un homme important à Rome. Et cet homme important est aussi un érudit et quelqu'un qui a une passion pour les langues et les cultures orientales, y compris la culture hébraïque. C'était un hébraïsant. Et il avait un grand intérêt pour le Coran. Et on sait que Léon va l'aider à étudier le Coran, à l'interpréter, à le comprendre. La personnalité de Hassan Al-Wazan est le miroir de son époque, à la fois passionnante et tourmentée. Sa formation polyglotte fait de lui un esprit curieux et aiguisé, qui s'est intéressé de près aux autres civilisations. À la demande du pape Léon X, qui voyait en lui le disciple d'un âge d'or du savoir et un digne représentant du dialogue des cultures, Léon l'Africain va rédiger son œuvre encyclopédique, La description de l'Afrique. Léon
l'Africain, à travers sa description de l'Afrique, a laissé une œuvre qui a fasciné. Elle a fasciné pourquoi? Parce que jusque-là, l'Afrique, si vous voulez, fascine, et en même temps, sentiment ambigu, terrifie. Et donc c'est sa capacité à fournir un savoir, et un savoir sur l'Afrique qui a intéressé des générations d'érudits européens. Car il a su, bien avant le grand mouvement du XVIIIe et des conquêtes du XIXe siècle, temps du colonialisme, il a su fournir un savoir, et un savoir extrêmement fourni sur les sociétés du Maghreb en premier lieu, mais également sur les sociétés d'Afrique subsaharienne. Je pense que c'est avant tout cela qui a beaucoup contribué au succès au long cours de Léon l'Africain. À l'époque, on ne connaissait pas toutes ces régions. Aujourd'hui, on a tellement l'habitude de lire toutes sortes de descriptions de tous les pays du monde. À l'époque, ce texte écrit par Léon l'Africain, publié probablement vers 1560 à Venise, était un texte, une découverte. Et donc, il est lu par tous les lettrés d'Europe, il est traduit à Lyon vers la même période, il est traduit à Londres et se retrouve entre les mains de Shakespeare. Tous ces pays dont il parlait, on les connaissait très peu, et donc on les découvre à travers lui. Et jusqu'au début du XXe siècle, Léon l'Africain reste une référence pour la connaissance d'une partie de l'Afrique. Pendant des siècles, sa description de l'Afrique est restée un ouvrage de base en histoire et en géographie. Elle a même été considérée pendant une longue période comme l'unique ouvrage sur les sociétés africaines et musulmanes. Ces connaissances auraient même été utilisées par les Européens dans leur conquête de ces vastes territoires. À la fin du XIXe siècle, des cartes de l'Afrique faites en Europe s'inspirent encore de Léon l'Africain et utilisent sa toponymie. Les explorateurs africains, puisque le XIXe siècle c'est la période où les Européens se lancent sérieusement dans l'exploration de l'Afrique, les explorateurs africains, ils partent avec en main la description de l'Afrique de Léon l'Africain. C'est vraiment un texte dont on ne doit pas sous-estimer son impact scientifique. Sa description de l'Afrique part dans le détail, et dans le détail quasi anthropologique. C'est-à-dire dans sa description de Fès, par exemple, il part dans le menu. Il nous brosse un portrait complet qui nous permet de s'imaginer et d'être pratiquement, c'est comme si on y était, on vit dans les rues pratiquement. Alors tout à la fois des structures de la société, avec un souci anthropologique qui le caractérise, hein, qui le singularise par rapport à ses pairs et ses prédécesseurs arabes, notamment les grands géographes qu'il cite abondamment, hein, que ce soit notamment le Mas'oudi, donc le célèbre géographe du Xe siècle, ou encore Al-Bakri, le géographe andalou du XIe siècle. Eh bien, il part dans le menu. Il s'intéresse au mariage. Comment fonctionne le mariage? Qui se marie? Il va même dans ce qui est considéré comme un détail, si je veux dire, anodin, et qui était considéré comme non digne d'être consigné, qu'est par exemple la nourriture, en établissant des distinctions sociales. L'élite au pouvoir, que consomme-t-elle? Les riches citadins, que consomment-ils? Le menu peuple, c'est-à-dire les personnes d'origine modeste, que consomment-ils? Avec qui se marient-ils? Quelle est la place, par exemple, des esclaves? En même temps, et ça c'est tout à fait unique, il nous donne des considérations sur le langage. Quelle langue parle-t-on? C'est-à-dire des détails qui étaient considérés comme triviaux et non dignes d'être couchés par écrit. Eh bien, lui, il nous donne force et détails et nous permet, ce qui donne une force et un côté vivant à son récit qui le rend encore passionnant. Et si je puis dire aujourd'hui, on peut faire de sa lecture sur sa table de chevet, eh bien, on peut lire sans aucun problème les descriptions de l'Afrique et voyager et s'évader hors, si vous voulez, le savoir scientifique qu'il nous a donné sur la société de son temps. Il racontait qu'il y a un pont au-dessus d'une rivière, et la rivière est infestée de moustiques, et que les gens, quand ils passaient par là, ils tombaient malades, et que les gens, pour ne pas tomber malades, ils traversaient le pont en dansant, et
ça paraît bizarre, mais en réalité, ça peut vouloir dire que les gens, pour éviter de se faire piquer par des moustiques qui transportaient probablement le paludisme, essayaient de sauter en traversant le pont et échapper à ce moment-là aux piqûres de moustiques. Bon, ça, c'est le genre de petites informations qu'on a reprises beaucoup plus tard en disant voilà, ça, c'est une explication de la manière dont les gens essayaient de se protéger quand on connaissait aucun traitement. Léon l'Africain a fini d'écrire la description de l'Afrique en 1526 à Rome. On a la date précise, en mars 1526. Et c'est une œuvre majeure. Elle ne sera publiée qu'en 1550. Lorsqu'elle est publiée, elle bouleverse la façon dont les Européens écrivent sur l'Afrique. Cette influence de la description de l'Afrique ne peut pas être exagérée. Elle a vraiment changé la façon dont les Européens décrivaient l'Afrique. Il faut savoir que au moment où ce texte est publié, une bonne partie de la connaissance que les Européens ont de l'Afrique date de l'Antiquité. Il a très certainement quelques rudiments de berbère. Du moins, il s'est renseigné sur la façon dont on prononçait les mots, dont on dénommait les choses en berbère. Et très certainement, il a appris également l'arabe maghrébin. Par la suite, et ce qui donne une envergure absolument exceptionnelle à son œuvre, il a appris l'italien et probablement le latin, c'est-à-dire la langue par excellence du savoir, de la civilisation. Et tout cela transparaît dans son ouvrage, dans son œuvre. On sent qu'il utilise ces différentes langues pour nous donner un savoir exceptionnel sur la société d'Afrique du Nord. J'emploie sa terminologie à lui, celle d'Africa, puisqu'il a rédigé son œuvre en italien, donc haute langue de civilisation et de culture de l'époque. C'est la langue de Pétrarque, la langue de toutes les cours et de toutes les personnes cultivées et un tant soit peu élevées dans la société, s'écrivent des vers en italien. Et ce qui est fascinant, c'est que Hassan el-Wazan, donc Léon l'Africain, s'inscrit également dans cette mouvance-là. C'est tout à la fois, il a les outils nécessaires pour être à l'aise avec les élites de son temps, tout en s'intéressant d'ailleurs aux personnes d'origine modeste, au menu peuple, comme on le qualifiait au Moyen-Âge, mais également, il est capable de manier les instruments et de renvoyer des effets miroirs également à la société cultivée européenne, celle qui s'écrit donc des lettres d'amour et qui rédige des vers en italien. On sait, par des documents qui existent à Rome, qu'il a contribué à un dictionnaire polyglotte, et une des langues était l'hébreu. Peut-être qu'il l'a appris à Fès, parce qu'il y avait une grande proximité, en réalité, à cette époque-là, entre les musulmans andalous et les juifs andalous, qui étaient expulsés en même temps et souvent vers les mêmes pays. Léon l'Africain ne devient vraiment connu que lorsque son texte est publié, et c'est en 1550. C'est déjà plusieurs années après qu'il ait quitté l'Italie. Peut-être que son destin aurait été différent si le texte avait été publié pendant qu'il était en Italie et si sa célébrité s'était étendue au reste de l'Europe lorsqu'il était en Europe. Le 6 mai 1527, au lendemain de la mort du pape Léon X, les assauts des armées luthériennes infligent à Rome le pillage le plus long de son histoire. Mettant sans doute à profit ce moment de trouble, Hassan el-Wazan quitte la ville. Paradoxalement, sa disparition ouvre un nouveau chapitre de sa légende. Il n'existe rien de sûr sur la fin de sa vie. En effet, Hassan el-Wazan a pour particularité d'avoir été le témoin de plusieurs événements majeurs, j'ai envie de dire à l'issue de son plein gré, de son temps. Il a été le témoin de la chute de Grenade en 1492, mais en 1527, il est également à Rome, moment où la ville de Rome est mise à sac par les lansquenets allemands, donc par des protestants, et à partir de ce moment-là, on perd sa trace. Et rien n'est sûr sur ce qu'il est advenu de lui. A-t-il profité de ce moment de trouble pour regagner son Maghreb natal et finir ses jours à Tunis, certains. D'autres avancent
qu'il est mort à Fès dans les années 1550, rien ne peut être assuré. Et je crois que cette aura de mystère en rajoute sur le côté intéressant, passionnant et, pour tout dire, extraordinaire du personnage. À mon avis, s'il a réussi, j'espère pour lui qu'il a réussi à fuir Rome, qu'il n'a pas été victime, parce qu'il y a eu beaucoup de victimes cette année-là, qu'il a pu prendre une barque ou un bateau pour Tunis. Il est arrivé là-bas, il était dans l'anonymat, il a simplement dû dire qu'il était andalou. Il y avait déjà beaucoup d'andalous à Tunis. Il a peut-être même retrouvé des gens de sa famille, de ses connaissances ou qui connaissaient ses parents. Et puis il a dû s'intégrer tout simplement au milieu andalou de Tunis. Je crois que ça s'est passé comme ça. Peut-être avait-il envie de rentrer chez lui, c'est fort possible, parce qu'il dit à un moment dans la description de l'Afrique « J'écrirai ce texte quand je serai rentré chez moi ». Donc c'était quelque chose qu'il avait en tête. Et peut-être que sa décision a été précipitée par les troubles politiques et les guerres qui avaient lieu en Italie à cette époque. On dit qu'il est resté à Tunis, qu'il serait mort vers 1535 ou après. Peut-être dans un tremblement de terre. Et des gens m'ont assuré, mais je ne l'ai jamais vu, qu'il y avait toujours une tombe de Hassan el-Ouazzane dans un cimetière proche de Tunis. Mais je ne peux pas l'affirmer, je ne l'ai jamais vu. Hassan al-Ouazzane, Léon l'Africain, fut un personnage singulier, au destin exceptionnel, à la fois d'Orient et d'Occident, de l'islam et de la chrétienté, d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Son destin nous parle de nous-mêmes et peut nous servir de boussole dans notre siècle tourmenté. Moi, ce que je trouve intéressant en lui, c'est qu'il a traversé des périodes différentes, des pays différents, des civilisations différentes, et il l'a toujours fait en essayant de s'adapter, de survivre et de comprendre ce qui se passait autour de lui. Aujourd'hui, puisqu'on voit toujours l'histoire à partir de nos yeux du présent, voilà, il n'y a d'histoire que inscrite dans le présent, eh bien, ce Hassan el-Ouazzane est un personnage, si vous voulez, qui préfigure notre modernité mondialisée, donc qui se caractérise notamment par le fait qu'il est devenu extrêmement courant de voyager, de se transporter, même de façon virtuelle, dans différents mondes, dans différentes aires culturelles, et charge à tout un chacun d'y manier tout à la fois les langues et les codes. Ce qu'a fait avec brio, avec maestria, a réalisé Léon l'Africain en son temps. Que c'est exactement ça. C'était quelqu'un qui a vécu entre deux mondes et qui, me semble-t-il, a su composer avec les deux mondes, et c'est probablement la meilleure leçon qu'il nous laisse, que de pouvoir continuer à survivre à une expulsion, à la perte de sa ville natale, à tout ce qui lui est arrivé comme malheur, et continuer à avoir l'appétit de découvrir le monde.